Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la pratique du golf en Ile-de-France alors que nous sommes en plein dans la 18e édition de Tous au golf. 17 jours pour que le grand public puisse s'essayer à cette discipline et pour permettre aux amateurs, ils sont nombreux, de partager leur passion. Un sport qui, malgré les préjugés, cherche à s'ouvrir, se démocratiser avec de nombreux clubs en Ile-de-France. Alors le golf est-il toujours ce sport réservé aux élites? Comment renverser ces idées reçues et rendre cette discipline de plus en plus accessible et surtout au plus grand nombre? On répond à toutes ces questions et on le fait dans une minute. En culture, le meilleur des comédies musicales revient sur la scène du théâtre Mogador avec un grand show qui va réunir les plus cultes de ces chansons que vous connaissez absolument par cœur, j'en suis sûre. Dans la gastronomie, ensuite dans C'est tout bon et on vous fait découvrir une table cachée, nichée dans le BHV. On y accède à la lampe torche avec l'aide d'un vigile en traversant le rayon collant. Oui, vous ne rêvez pas, c'est derrière un rideau vert et là on peut déguster la cuisine délicieuse du chef Michel Roth. On en parlera tout à l'heure dans l'émission. Et nous sommes en plein dans la 18e édition de Tous au golf, un événement qui a débuté le 28 mars et qui va s'étendre jusqu'au 13 avril, 17 jours, je le disais, pour permettre au grand public de mieux découvrir le golf, de s'y essayer et puis de démocratiser cette pratique, de permettre aux aficionados de partager leur amour du green. On va en parler avec deux passionnés. Je suis très heureuse d'être entourée de Pascal Grisot. Vous êtes Bonjour. Président de la Fédération française de golf, et Laurent Louette, rédacteur en chef Golf Le Figaro. Vous êtes un passionné, Laurent, on ne le dit plus. Non, oui, j'avoue, j'assume. D'accord, tout va bien. Expliquez-nous en quoi consiste l'opération Tous au golf. C'est vrai que maintenant, elle fait partie du paysage, je l'ai dit depuis plusieurs années déjà. C'est quoi l'objectif? L'objectif, en tout cas ces dernières années, on a surtout à la Fédération beaucoup parlé aux golfeurs pour leur faire comprendre à quel point il était important de soutenir sa fédération. Puis c'est vrai qu'on a traversé une période qui n'était pas simple, que ce soit la Covid, que ce soit la sécheresse avec certaines attaques, notamment de malheureusement certains politiciens qui n'étaient pas bien au courant du dossier, et puis encore ces affiches avec LFI, et on a bien vu que si on n'a pas une fédération très forte, eh bien, on a du mal à se défendre. Donc c'était l'idée de souder finalement les amoureux du golf. Et ça, on l'a bien fait, je pense, pendant en tout cas les 4 premières années. Mais là, maintenant, on a décidé de parler avec les non-golfeurs, parce que c'est vrai que si on souhaite pouvoir arriver à convaincre de nouveaux adeptes à rejoindre les rangs, eh ben, c'est évidemment mieux de parler à des non-golfeurs. Et donc de parler à tout le monde, aux passionnés et puis peut-être aux passionnés de demain. Les passionnés, ils le savent. C'est pour ça que ces journées-là, elles ne sont pas forcément pour les golfeurs, mais par contre, pour ceux qui ne savent pas encore à quel point le golf peut être bon ou qui n'ont pas osé franchir le pas. On va y revenir, ça c'est un sujet intéressant. Oui. Puis c'est dans le titre, Tous au golf. Alors justement, tous, c'est là où les préjugés ont nous mettent un peu en difficulté. C'est vrai que c'est dur à démonter. Le golf, ça continue à être présenté comme un sport quand même réservé aux élites. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est vrai partout? Est-ce que c'est vrai tout le temps? Alors franchement, sincèrement, non. Pourquoi? Parce qu'en 2018, la France a accueilli une épreuve internationale qui figure parmi les épreuves mythiques du sport mondial, la Ryder Cup. Ouais. Pascal y a été pour beaucoup, puisqu'il était le monsieur Ryder Cup France, directeur à la fois de la candidature, puis ensuite, responsable pendant l'épreuve. Donc ça, c'est une très belle image de marque. C'est une image de marque absolument formidable. Pourquoi? Parce que cette Ryder Cup 2018, après son édition française, elle a été saluée comme probablement au Golf National, sur le parcours de l'Albatros, la plus belle Ryder Cup qui se soit jamais déroulé. Il faut dire que Pascal avait été très bon, il avait commandé le soleil. C'était tempête de ciel bleu pendant une semaine. J'ai pas besoin de... Tempête de ciel bleu pendant une semaine, et tous les gens qui ont vécu ça, soit devant leur télévision, soit sur place, ont été enchantés. J'arrive à ce que je voulais dire, j'ai été un peu long, pardon, mais ce que je voulais dire, c'est que cette Ryder Cup, elle a justement ouvert les yeux à un certain nombre de Françaises et de Français sur ce qu'est réellement le golf. Le golf, ça n'est pas qu'une grille en fer forgé fermé avec un parking devant un clubhouse avec prestigieux, des très belles voitures et pour beaucoup une porte infranchissable en fait. Alors pourquoi on a toujours cette idée reçue sur le golf? Mais parce que le golf en fait, donc on joue au golf depuis quasiment 200 ans en France, et c'est vrai que le golf a été importé par nos amis britanniques, et nos amis britanniques jouaient, et en Angleterre c'était déjà un sport très populaire, mais ceux qui l'ont importé, c'est
évidemment la noblesse et l'élite, exactement. Et donc, ils ont partagé la pratique du golf avec leurs amis qui faisaient partie de l'élite à l'époque française. Et c'est comme ça que le golf a commencé. Mais on est passé de 25 000 golfeurs dans les années 70 à 450 000 golfeurs. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas 450 000 nantis en France comme on voudrait essayer de l'expliquer. Et je le rappelle, le golf, c'est le premier sport individuel au monde, devant le tennis en nombre de pratiquants. Donc, c'est vrai qu'en France, on a encore un petit peu de retard, mais justement, des opérations comme celle-là doivent nous permettre de combler ce retard. J'imagine que c'est important aussi d'aller séduire les plus jeunes générations, parce que ça peut être les golfeurs, les passionnés de demain, les amateurs et ceux qui vont pratiquer, ça va être vos meilleurs ambassadeurs. Est-ce qu'on peut finalement s'adresser à ces jeunes et être dans une vision assez démocratique de la pratique du golf, même dans des populations où c'est pas évident, quoi? C'est super important pour nous d'arriver à convaincre les jeunes. Pourquoi? Parce que on a quand même une délégation d'un ministère, c'est le ministère des Sports. Donc on doit former des champions. Et les champions, eh bien, c'est les jeunes, c'est les futurs champions de demain. Donc c'est vrai que la moyenne d'âge des golfeurs, et c'est aussi un reproche qu'on nous fait, moi, sincèrement, je ne le vois pas comme un reproche. Je considère au contraire que dans un pays comme la France, si on peut continuer à faire des sports, j'adore tous les sports. Et encore, je ne veux pas faire de concurrence avec nos autres amis des autres fédérations. Mais à partir d'un certain âge, il faut se regarder en face. Il y a des sports qu'on peut pratiquer et d'autres qu'on ne peut pas pratiquer. Donc l'autre préjugé, c'est que c'est un sport pour les seniors. Mais oui, et ça, c'est évidemment complètement faux. Je vous rappelle que... Laurent Louette, vous en êtes un très bon contre-exemple. Hein. Bah oui, pardon, excusez-moi. Un junior chez les journalistes. De souligner mon âge. La France a gagné l'année dernière les championnats d'Europe de moins de 18 ans. On a gagné les championnats du monde en 2011. Donc cette jeune génération, elle existe en plus. Évidemment. Et on a les meilleurs joueurs du monde dans la catégorie des moins de 18 ans. 16, 17 et 18 ans, on a la chance d'avoir les meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est eux nos véritables ambassadeurs. Évidemment, on veut convaincre tout le monde. Et pour ça, il faut aller dans les écoles. Exactement. Notamment. C'est ce que vous avez fait. En tout cas, il faut rentrer dans un golf. Oui. Vous êtes allé avec Camille Jaïr dans un établissement scolaire. Qu'est-ce que vous y avez vu? Comment est-ce que vous avez vécu ce moment de partage, finalement, autour de la pratique du golf? Alors, je vais répondre à votre question, mais un établissement scolaire public. Un lycée public. C'est d'autant plus important de le notifier qu'effectivement, au Chennai, le proviseur de l'établissement est lui-même golfeur. Il joue régulièrement à Jardy, et donc il est passionné, bien sûr, mais surtout, il a compris tout l'intérêt que le golf pouvait, en termes de valeur, développer chez ses élèves. Et il s'est engagé, et c'est aujourd'hui très concret à l'occasion de cette opération Tous au Golf 2025. Et on va le découvrir dans un excellent sujet de Camille Jaïr avec la présence très précieuse de Laurent Louette. On regarde ça ensemble. On n'oublie pas les consignes de sécurité. Matinée particulière aujourd'hui pour les élèves de ce lycée professionnel des Yvelines. Et vous pouvez taper la balle. Cours de golf avec des professionnels du secteur. Essaie d'avoir le club un peu plus droit, t'as vu? Là, au contraire, laisse tes mains en place, voilà. Maîtriser son corps, le club et ses pensées. C'est pour ça que c'est l'un des sports les plus durs au monde, c'est qu'il y a la gestion des émotions et la gestion du corps. Un sport compliqué, habituellement réservé aux plus aisés, mais pas ici. La plupart des élèves viennent de milieux défavorisés. Sur cette classe de 22, un seul avait déjà manié le club. 11 là, j'en ai mis 3, on est à 14. J'y avais jamais vraiment joué. La première fois, c'était pendant le stage au Ralupin, d'ailleurs merci. Et là, ça me donne une occasion d'y rejouer et franchement, c'est pas mal. Ça fait partie de notre projet d'établissement au lycée, de pouvoir ouvrir les jeunes sur des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Une initiative qui s'inscrit dans l'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que ça t'a plu ? Oui. À l'origine de ce projet, ce professeur d'énergétique qui fait travailler la classe sur une maquette de golf zéro carbone. Quand je les ai en classe et qu'ils sont turbulents et je les vois là aujourd'hui pratiquer, ça me plaît parce qu'ils arrivent à se concentrer, ils arrivent à être précis, à respecter des règles, un protocole, un espace de jeu. Tous les élèves du lycée vont être initiés et ceux qui le souhaitent pourront profiter de 3 heures de golf par semaine et se rendre 2 fois par an dans un vrai parcours pour pratiquer. Un grand merci à Camille Jaïr pour ce sujet. On le voit, l'initiative, là, elle est très concrète. On découvre finalement comment cette opération Tous au Golf, elle se met en place, notamment dans les établissements scolaires. Là, c'est un lycée professionnel. Qu'est-ce que ça apporte, la pratique du golf? On va parler de ces jeunes publics, peut-être, d'abord. C'est très intéressant parce que pendant justement la Ryder Cup, on avait créé un Ryder Cup Medical Forum et on avait eu la chance d'avoir le professeur Gaillard qui vient de rentrer à l'Académie française
et à qui j'avais demandé de réfléchir sur les bienfaits de la pratique du golf, notamment sur la santé mentale. Donc il m'avait dit, mais moi j'y connais rien. Je dis non, mais c'est un homme brillant, évidemment. Je dis, fais un petit effort. Et puis il était revenu me voir un mois après. Il m'avait dit, je crois que j'ai trouvé quelques trucs. Et ce qu'il avait expliqué était évidemment brillantissime, en disant que dans une société où tout va très vite, où les jeunes ont besoin du reward immédiat, on le voit bien avec le digital, dès qu'on fait quelque chose, il faut qu'il y ait un like et tout. Le golf, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on vous apprend la patience, la patience, à gérer sa frustration aussi. Et on n'est pas dans l'immédiateté. C'est-à-dire que souvent, on donne un ballon de foot à des enfants et puis ils peuvent avoir l'impression de ressembler à Zidane. Là, on l'a bien vu dans votre émission, on donne un club à des enfants. Non, il va falloir qu'ils fassent un effort, il va falloir qu'ils se concentrent, il va falloir se maîtriser. Et ça, c'est quelque chose, dans la société actuelle, je pense, qui apporte des bienfaits qu'on n'imagine pas quand on joue pas au golf. Ce que Stéphane Bosco, le proviseur, explique très bien, d'abord, c'est un très bon joueur. Et ce qu'il explique très bien, c'est que grâce à ces tapis de practice dans la cour de son établissement, bientôt un putting, un espace de putting d'ailleurs, en synthétique, il explique qu'en fait, dans le golf, on a des règles. Il y a des règles de jeu, qui d'ailleurs font l'objet d'un bouquin assez imposant. Mais à côté de ça, il y a également des règles comme de bienséance, de comportement, une étiquette. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on doit respecter dans le golf pour que la partie se passe bien entre joueuses et joueurs. Et ce que Stéphane Bosco dit, c'est qu'effectivement, ce cadre-là, il est très facile pour lui de le décliner sur les tapis de practice en évoquant la vie en collectivité au sein de son établissement. Et c'est pour lui un canalisateur, cette discipline, qui facilite la vie en collectivité. On parle souvent du rugby qu'on essaye parfois d'opposer au foot en disant bah oui, c'est vrai que quand on veut emmener des enfants, on les emmène plus facilement à un match de rugby qu'à un match de foot. Au golf, on a accueilli 55 000 spectateurs par jour à la Ryder Cup. Et qu'est-ce qui séparait les 55 000 spectateurs des meilleurs joueurs du monde? Enfin, Tiger Woods est venu, c'était mythique. C'est une cordelette. C'est-à-dire qu'il n'y a ni agent de sécurité, ni barrière, comme on peut imaginer malheureusement dans certains stades. Donc je pense que quand on joue au golf, oui, il y a automatiquement quelque chose qui se passe. Et il y a d'abord un respect de la nature, il y a un respect de l'autre. Et ce sont des valeurs, à mon avis, qu'on a intérêt à plutôt travailler. Qu'on a envie de véhiculer à nos jeunes. Ce que Stéphane Bosco précise, c'est qu'effectivement, en plus au golf, le tricher ne sert absolument à rien. C'est vrai. On triche contre soi-même. Et donc c'est totalement improductif. Je voulais savoir, messieurs, si on était bien dotés en matière de golf en Ile-de-France. Ma question peut être un peu particulière, mais est-ce que c'est une région de golf? C'est la 3e région de golf en France. 91 structures dans la région parisienne. Et puis des structures... En tout, il y a 700 golfs en France. Et je compare souvent l'image des golfs avec celle des hôtels. C'est-à-dire qu'on s'imagine que tous les golfs sont des palaces. Sur 700 golfs, je crois que... Tu seras d'accord avec moi, si on peut compter 10 palaces en France, moi j'aimerais qu'il y en ait plus, mais là encore, la réalité, oui, 10 palaces sur 700 golfs en France. Et le reste sont des golfs qui sont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le golf est beaucoup plus accessible, parce que financièrement, ça vous coûte, sur un des plus beaux parcours de la région parisienne, par exemple le golf de Courson, vous payez ce matin un green fee à 42 €. Vous voyez, j'ai été jouer ce matin, j'ai invité un ami, j'ai payé le green fee, ça m'a coûté 42 € pour inviter. On a passé 4 heures en pleine nature. C'est super, parce que c'est hyper concret. C'est vrai qu'on se demande toujours, il y a aussi une sorte de... quelque chose d'assez brumeux. On se dit, ça va me coûter une fortune, et puis il faut que j'investisse, et puis il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, et puis si je vais jouer... 4 heures, on a passé 4 heures en pleine nature, 42 €. Voilà. Donc, si vous allez faire une partie de paddle, dans un golf de qualité. Vous avez raison de parler du paddle. Vous savez qu'en régie, là, ceux qui nous écoutent sont en train de bouillir. Bon, je vais les convertir, ils vont se mettre à jouer au golf. D'accord. Alors, vous êtes allé avec Camille Jaïr, Laurent, vous êtes allé au golf de Longchamp, qui a décidé d'élever encore un peu le curseur, de se mettre au niveau, notamment sur ses greens, du niveau assez enviable des Masters d'Augusta. Là, c'est la crème de la crème. Oui, c'est le tournoi le plus prestigieux au monde, le rendez-vous annuel des plus fameux champions, puisque les 50 meilleurs joueurs c'est un tournoi sur invitation, les 50 meilleurs joueurs, les anciens vainqueurs, et puis quelques joueurs qualifiés par des tournois bien spéciaux. Bref, la crème de la crème, je ne peux pas dire mieux que vous, Victoire. Et on peut se targuer maintenant en Ile-de-France d'avoir des greens de qualité
similaire à ce qu'on peut retrouver au Master d'Augusta. C'est pas mal, le golf Paris-Longchamp qui se trouve dans l'enceinte du champ de course, au milieu des pistes, en fait, est un lieu assez, à la fois exceptionnel et à la fois assez représentatif, parce qu'elle ne le dira pas, mais dans la foulée de la Ryder Cup 2018, un des héritages de cette Ryder Cup 2018. C'est un peu comme pour les JO, je me permets, Laurent. Oui, le mot héritage est le même, puisque Pascal avait lancé dans le cadre de la Ryder Cup 2018 un programme de construction de golf de proximité, des golfs dédiés à la pratique justement restreinte en termes de temps, restreinte en termes de surface, en proximité des grandes villes et de coûts donc, et de prix. Et donc le golf Paris-Longchamp en est une bonne illustration. Il y en a plusieurs autres en Ile-de-France, à l'est par exemple, au sein de l'hippodrome du Tremblay, à l'ouest beaucoup d'autres également. Enfin bref. Et donc ce golf Paris-Longchamp, il a une particularité, effectivement, c'est qu'il est dans un lieu mythique à Paris, en région parisienne, mais en plus de ça, il a un certain nombre de pratiquants et un directeur, Christophe Potier, qui a choisi de leur offrir un challenge, celui de mettre les greens à la vitesse de plus de 4,80, presque 5 mètres. Je crois que ça va être expliqué peut-être dans le sujet. Exactement, puisqu'on a pu, grâce à vous, avoir quelques mots de Christophe Potier qui nous a parlé de ce club qui lui tient très à cœur et de la qualité assez exceptionnelle de ce green. On l'écoute. Alors ce club, c'est un club génial. C'est le seul club qui est à Paris, qui a un code postal 75. C'est un vrai centre d'entraînement. Il y a 70 tapis, il y a 32 pros qui enseignent, 32 enseignants, il y a 2000 membres, à peu près 10 000 cartes de passage. Donc c'est vraiment un golf urbain, un centre d'entraînement au milieu de l'hippodrome de Longchamp, qui est un endroit exceptionnel. Et aussi, l'hippodrome de Longchamp est un peu le Masters des courses, avec l'Arc de Triomphe, France Gallo, Golf Paris-Longchamp. C'est assez similaire avec Augusta. Et puis il y a 4-5 ans, quand on a repris le golf, on a trouvé que la qualité du putting green était incroyable et on a décidé de faire un challenge et rendre le green aussi rapide qu'Augusta et l'ouvrir à tous pendant la semaine d'Augusta. C'est-à-dire que tous les gens, si c'est un golf public, accessible à tout le monde, et l'idée, c'est que les gens aient la chance de putter sur des greens qui sont aussi rapides qu'Augusta. Alors les greens d'Augusta sont extrêmement rapides parce qu'il y a aussi beaucoup de pentes, mais il se trouve que, pour y être allé, et toi aussi, le petit green est très plat Augusta et il est similaire au nôtre. Donc la vitesse est très rapide, très ferme et le but est d'offrir à tous les golfeurs de France et de Navarre, mais surtout franciliens, la chance d'avoir des greens aussi rapides. Donc on le voit là aussi, c'est très concret, un exemple de pratique dans des conditions optimales en Ile-de-France, à côté de là où on habite. C'est vrai qu'on est plutôt bien doté. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de se rendre dans un club, de s'inscrire, d'aller pratiquer? Comment ça marche en fait? Il y a plusieurs types. Il y a deux grands types de golf, sont ou des golfs associatifs, qui sont des clubs de membres. Et là, il faut devenir membre. Donc il faut s'inscrire et il faut pouvoir rentrer dans le club. Il y a un process qui est peut-être un peu plus compliqué. Et puis, il y a les golfs dits commerciaux. Et là, vous êtes abonné comme dans une salle de gym. Donc, vous rentrez, ou bien vous payez à la journée, ou alors au mois, ou pour la saison. Et là, par contre, tout le monde peut rentrer. Et le golf de Longchamp est un golf qui est accessible à tous les Parisiens, à tout le monde. Il suffit de rentrer. Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations, pardon. Je sais que vous faites ce travail de pédagogie, de démocratisation, mais je trouve que le commun des mortels est relativement mal informé, en tout cas pas suffisamment bien, parce qu'on a toujours ces idées reçues. J'en parlais en début d'émission, mais même sur... Allez, je vais parler de barrières à l'entrée. Elle n'est pas que financière, il y a une question de se dire non, si je m'embarque là-dedans, alors il faut que je m'inscrive, il faut que j'achète l'équipement, et puis ça va me coûter une fortune. Et puis, alors, en fait, on se rend compte que c'est faux. Non, mais alors, justement, parce que tous les golfs sont différents, il peut y avoir un problème. C'est-à-dire que, imaginez celui à qui on dit que le golf est un sport, et puis qui va aller à ses journées d'initiation en survêtement 2 bandes ou 3 bandes, je ne veux pas faire de publicité, et qui rentre dans un golf associatif, il va y avoir un problème. Parce que là, on va lui dire qu'il y a des codes que la personne ne respecte pas. Et puis, au contraire, si on a quelqu'un qui se fait une image du golf comme un sport très élitiste et qui rentre dans une petite structure, il va dire... Avec un polo, avec un... dont on... Non, il va être très chic, il va être très chic. Et ben, là, il va dire, mais là, je suis trompé sur la marchandise, parce que c'était pas ça. Donc nous, on se doit, la fédération, d'expliquer qu'il y a autant de golf qu'il y a de personnalités de golfeurs. Et ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on a une personne qui souhaite se mettre au golf, ben, je l'encourage à
d'aller sur le site de la fédération et chaque golf y est parfaitement décrit en fonction de ses aspirations. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour, toutes les bourses. Voilà. Oui, alors il faut dire que la France, sincèrement, la France a une offre golfique vraiment sur l'ensemble du territoire qui est fantastique. Qu'on joue au Pays Basque, qu'on joue sur la côte d'Azur, dans le nord, dans l'est, il y a des golfs en montagne, en région. Golfe d'Évian. À Évian, c'est magnifique. Il y a une diversité franchement extraordinaire. Et alors, en plus, en Ile-de-France, on est particulièrement gâtés. Particulièrement gâtés parce qu'on a, Pascal, entre 60 et 91 structures, voilà, 91 structures dans la région parisienne. Donc il y a de quoi faire et il y en a pour tous les goûts, vous l'avez dit. Absolument. Tout à l'heure, vous avez parlé de volonté politique. Oui. J'ai entendu ce que vous avez dit. Alors nous, on a recueilli tout à l'heure la parole de Patrick Caram, qui évoquait justement le manque de volonté politique d'une partie, en tout cas, de cette classe politique, notamment des élus de gauche, qui freinent qu'à de fer en pointant du doigt justement le golf comme, je cite, un sport de riches. On écoute Patrick Caram. On l'a recueilli ses propos tout à l'heure dans la journée. Je pense au golf, au tennis, à l'équitation. Eh bien, systématiquement, vous avez une grande partie de la gauche qui réagit, qui dépose des amendements, qui veut refuser de voter ces subventions parce qu'ils considèrent que ce sont des sports de riches. Ce que nous aidons, nous accompagnons, nous, dans le golf, par exemple, à la création de centres techniques nationaux. On va pouvoir faire monter le niveau des gamins en Ile-de-France. Nous l'avons accompagné. Nous avons fait beaucoup d'investissements sur le centre national de la Fédération française de golf. À l'époque de la Ryder Cup, qui est un événement planétaire, nous avons accompagné la Fédé. Nous avons fait en sorte de contribuer à son succès. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est Valérie Pécresse qui a pris la parole au nom de la France et pas le Premier ministre ou le président de la République. Ces résistances dont parle Patrick Caram, vous les sentez ? Vous y êtes confronté régulièrement ? Oui, ou c'est un peu comme une petite musique, une toile de fond ? Non, c'est pas comme une petite musique. Et de temps en temps, il y a même des piqûres de rappel. Vous voyez, quand... alors, bon, vous me direz, les filles, il n'y a pas que sur le golf, mais quand ils font leur campagne pour les européennes et qui disent les riches votent, les racistes votent et les golfeurs aussi, c'est vraiment une volonté de bien vouloir stigmatiser. Oui, on est encore... Et c'est un manque de respect. D'abord, parmi les 450 000 golfeurs, il y a des gens qui votent pour LFI. Donc c'est d'abord un manque de respect aussi pour leur électorat, un manque de connaissance de ce qu'est le golf. Et aujourd'hui, nos champions, Céline Boutier, son papa, il n'est pas propriétaire d'un garage. Il était mécanicien dans un garage. Et si elle n'avait pas été aidée par son club et par sa fédération, elle n'aurait jamais gagné le tournoi majeur qu'elle a gagné. Victor Pérez, il a commencé le golf sur un hippodrome. Donc, c'est pas tous nos champions aujourd'hui viennent de milieux très différents et il faut qu'on arrête ces clichés qui sont ridicules. Alors justement, est-ce qu'on peut voir le golf comme un ascenseur socialement ? Ça ne doit pas être sa vocation première, évidemment. Avant tout, c'est de se faire plaisir, de pratiquer une discipline où on prend du bon temps, de s'épanouir finalement dans cette pratique sportive. Mais ça peut être ça aussi. C'est une très bonne question, Victoire. Mais moi, je le prendrais... Oui, je pense que parce qu'on joue au golf, on peut être bien dans sa peau. C'est-à-dire que, on peut continuer à faire du sport, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé physique, et si on est bien dans sa peau, eh bien, vis-à-vis des autres aussi, socialement, on sera mieux, et peut-être qu'on aura plus envie de faire confiance dans le business à quelqu'un qui est bien dans sa peau plutôt que quelqu'un qui est aigri et D'accord, donc qui c'est une des critique les composantes autres. qui peut, selon vous, permettre de grimper les échelons. Je vais reprendre juste une phrase d'un des élèves du lycée Jean Moulin où j'étais la semaine dernière, dont on a vu tout à l'heure le reportage. Évidemment, comme le rêve de devenir footballeur professionnel peut correspondre à un ascenseur social, une ascension sociale, les quelques-uns des jeunes qui pratiquaient, qui tapaient des balles, se sont amusés comme ça à plaisanter aussi en disant mais le golf, les joueurs professionnels gagnent beaucoup d'argent. Je me demande s'il ne faudrait pas que je sois plutôt golfeur professionnel que joueur de foot professionnel. Ça, c'est réservé à quelques élus. Réservé à quelques élus, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que le golf... ça peut être des rôles modèles ? Mais le golf ne génère pas plus de fantasmes que d'autres sports. Mais vous voyez, je pense que là, malheureusement, autant parfois on fait des progrès, et puis là, je pense qu'au contraire, il y a un retour en arrière. Le président Huchon, alors c'est vrai que Valérie Pécresse nous a beaucoup aidés, mais
elle a pris la suite de M. Huchon, qui lui-même avait déjà bien soutenu l'organisation de la Ryder Cup. Oui, c'est un travail de long terme. Les communistes à Paris ont été les premiers à défendre la candidature de la Ryder Cup parce qu'ils avaient compris que grâce à la Ryder Cup, on allait construire 100 parcours compact urbains et qu'on allait pouvoir permettre à des jeunes d'accéder à des parcours de golf auxquels ils n'auraient jamais pu penser avant. Donc c'est maintenant qu'il y a une espèce de retour en arrière à cause des gens des LFI. Et d'ailleurs, quand moi je leur écris des lettres pour simplement essayer de leur donner d'échanger. Bah oui, mais c'est les seuls à ne pas répondre. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Les écologistes ont dit des bêtises parfois sur le golf. On en avait parlé en plateau, voilà, je m'en souviens. J'ai été reçu par Madame Tondelier et on a eu une discussion qui était une discussion. On n'est pas d'accord sur tout, mais au moins on a pu discuter. En tout cas, il y a du débat et il y a de la discussion. Exactement. Est-ce qu'il reste des angles morts? Est-ce que vous identifiez l'un comme l'autre des points où on peut faire encore mieux pour démocratiser cette pratique du golf, pour qu'on ait plus d'informations, pour qu'on soit mieux renseigné? Mais je pense qu'il faut qu'on construise de nouveaux golfs. Vous voyez, aujourd'hui, en France, mes amis présidents d'autres sports, pour le judo par exemple, c'est facile. Les tatamis, c'est à l'intérieur d'un gymnase qui est payé par une collectivité et on y installe un club de judo. Mais c'est moins visible aussi. Oui, mais un golf, il faut faire les investissements. C'est aujourd'hui très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de demandes dans certaines régions pour pouvoir... On a créé 70 000 nouveaux golfeurs grâce aux petits équipements. Donc, on voit bien que quand on crée des équipements, bah, ça marche et c'est plus facile pour les Français de se mettre au golf. Aujourd'hui, compte tenu de toutes les réglementations, c'est extrêmement compliqué, alors que le golf, on le voit bien, quand il y a des feux dans les forêts des Landes, bah, s'il y a des golfs, ça fait coupe-feu. Quand on regarde des photos aériennes de la ville de Biarritz, il ne faut pas me raconter l'histoire, le golf de Biarritz, s'il n'y avait pas eu le golf, bah, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces poumons verts au milieu de la ville. C'est la même chose à Cannes, c'est la même chose à Dinard, c'est la même chose dans beaucoup de villes. Donc, et on voit bien le golf national qui appartient à la fédération, quand on l'a construit, il n'y avait que des champs. Aujourd'hui, il se retrouve dans un centre-ville. Donc on a besoin des golfs aussi contre l'urbanisation excessive. Laurent Louette, le mot de la fin. Oui, non, on a parlé de l'écologie. Je pense qu'effectivement, d'abord, le golf, c'est bon pour la santé. Mais ensuite, on a parlé d'écologie. C'est un des axes de travail de Pascal et de son équipe avec Sylviane Villaudière à la Fédération française de golf. Et je pense que c'est effectivement essentiel. Une partie de l'avenir de la pratique golfique en France passe par le succès de la politique fédérale en matière à la fois de mise en œuvre du zéro phyto, par exemple, à la fois en termes d'explication et d'évangélisation auprès des golfeurs et des golfeuses eux-mêmes, qui doivent comprendre, effectivement, pour beaucoup, que voilà, on se dirige vers une pratique golfique où les greens resteront d'être verts, mais parfois les fairways devront être un peu jaunes. Et ça, pour le bien de ce jeu. Vous êtes toujours aussi... Vous avez le sens de la formule, comme toujours. J'aime bien, ça me fait un mot de la fin parfait. On va s'arrêter là, messieurs, mais je vous remercie d'être venus sur le plateau pour qu'on puisse évoquer ce sujet à l'occasion de l'opération Tous au golf. Merci beaucoup, Pascal Grisot, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Laurent Louette. Merci à bientôt. Et puis, on passe tout de suite à la culture. Vous êtes un amateur de comédie musicale, un nostalgique des années 80-90, vous avez tous les refrains en tête, vous maîtrisez les paroles de L'Envie d'aimer, Les Rois du Monde sur le bout des doigts. Ce spectacle, il est absolument fait pour vous. Les comédies musicales, le best-of, c'est un spectacle incroyable, de Roméo et Juliette à Grise, en passant par Notre-Dame de Paris, Starmania, Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, c'est 2 heures de tube absolument cultissime et on va regarder la bande-annonce ensemble. Elle
Mickey. Ah ouais. Évidemment, ça fait envie. On a de nombreux invités en plateau aujourd'hui pour évoquer ce sujet. On est ravis. Alex Sorin, vous êtes le producteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes accompagné de Cécilia Cara et de Damien Sargue. Vous êtes tous les deux respectivement chanteuses et chanteurs sur scène. On est ravis de vous avoir avec nous. J'aimerais qu'on évoque quand même... Bon, vous n'avez pas pris un risque fou, Alex Sorin, finalement, parce que tout le monde adore. Vous avez déjà, finalement, un public absolument conquis. On est parti du principe de toutes ces tournées un peu nostalgiques, comme Star 80, années 90-2000. Qui marche hyper bien. Exactement. Et on s'est dit, effectivement, que sur les comédies musicales, ça n'avait jamais été fait, et qu'il y a un bassin de population, de spectateurs immense. Et voilà. Donc, on est parti de cette idée-là, un peu tous ensemble avec les artistes. Et ça donne que 4 ans après, on est à notre 5e tournée. Voilà. Donc c'est que ça marche hyper bien, et que le public est toujours au rendez-vous et on comprend pourquoi. C'est vrai que ces chansons, ces comédies musicales, elles ont un point commun majeur, c'est celle de nous réunir. On est tous d'accord pour dire qu'elles sont intemporelles, qu'elles ont traversé les époques et surtout que ça n'a pas nui à leur succès. Ça, je trouve ça assez génial. Comment est-ce que vous définiriez vos rapports justement aux comédies musicales? Est-ce que vous diriez qu'avant même ce spectacle, oui, évidemment, ces tubes, vous les connaissiez? Nous, on va dire, on est un peu les plus anciens, mais c'est vrai que la comédie musicale s'est fait une place avec Notre-Dame de Paris en 98, qui a vraiment ouvert la porte et la route à toutes les autres, dont la nôtre, Roméo et Juliette, les 10 Commandements, enfin voilà, et ainsi de suite. Et c'est grâce vraiment à tout ça qu'aujourd'hui on peut voir une comédie musicale ici à Paris à l'année, comme je pense au Roi Lion, ça fait 3 ans qu'ils sont 4 ans bientôt, en continu sur Paris. Donc il y a une vraie place de la comédie musicale ici maintenant en France, je trouve. Cécilia Cara, est-ce que c'est un répertoire qui vous parle naturellement, que vous aimez? Oui, évidemment, bien sûr. Moi, j'ai grandi, comme beaucoup, avec la comédie musicale, déjà avec Grease à l'époque, Flashdance, Dirty Dancing, tous ces titres qu'on reprend bien évidemment dans le spectacle. Mais nous, on chante sous la douche, vous le chantez quand même bien mieux. Il faut mais être maintenant, vous allez chanter avec nous, parce qu'il faut savoir que le public chante avec nous tout le concert. Voilà, du début à la fin, pendant 3 heures, les gens sont debout, chantent, dansent et connaissent tous les titres. Donc ça, c'est vraiment génial. Justement, Alexandre, comment est-ce que vous avez fait le choix des comédies musicales et des titres que vous vouliez voir sur scène? Ce spectacle-là, il est un peu à part des autres parce qu'on est vraiment un collectif. Les artistes participent autant que nous à la production, dans le choix des titres. Donc c'est collaboratif finalement. Exactement. Bien sûr. Ouais. Donc chacun y a mis un petit peu son âme, son petit grain de sel aussi pour modeler finalement ce spectacle. C'est vrai qu'en plus c'est un répertoire qui est quand même assez large parce que j'imagine que c'est intéressant pour vous en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, en tant que chanteur. C'est exigeant aussi, ça n'a quand même rien à voir quand on chante Le Temps des cathédrales et quand on chante Dirty Dancing, pardon. Totalement, mais c'est ça le grand écart qui est intéressant, c'est par exemple moi j'ai une chanson de Starmania sur le show, le blues du businessman. Et on part de Starmania, qui est vraiment la première comédie musicale française, jusqu'à Lady Gaga de Moulin Rouge. Donc on fait à peu près entre 60 et 70 chansons. Ouais, en tout, en medley, en mash-up, en chansons entières. Mais on chante autant en français qu'en anglais. Enfin, et on s'éclate. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est intéressant pour vous, c'est amusant. Ah ouais, vraiment. Et puis c'est un show, comme disait Alex, qu'on a construit ensemble aussi. Donc voilà, on s'est beaucoup concerté sur les chansons qu'on avait envie de chanter. En solo, en duo, en trio, donc vraiment on a plaisir tous à être sur scène et je crois que ça se sent. Ça se sent complètement. Et on dit que pour le public, c'est une Madeleine de Proust. J'imagine qu'on a tous des préférences, et c'est le jeu évidemment. Est-ce que vous aviez chacun des Madeleines de Proust, des choses où vous avez dit non, si on chante Le Roi Lion, c'est moi? Non, ça va, on l'a laissé à Gwendal. Parce que, ça, c'est vrai, et on va l'écouter dans une minute, figurez-vous. Non, mais nous, on était obligés évidemment de chanter Aimé parce que c'est notre duo et les gens nous connaissent et nous attendent avec cette chanson. Moi, je me devais aussi de chanter Les Rois du Monde parce que voilà, ça a été aussi comme ça qu'on s'est fait connaître du public français, du public à l'international. Mais par exemple, là, pour Starmania, le blues du businessman, moi, c'est la chanson avec laquelle j'ai auditionné à l'époque quand j'avais 16 ans pour Notre-Dame de Paris. Génial. Donc, c'est un petit clin d'œil. Je me suis refait un clin d'œil à moi-même. Vous avez bien raison, il faut se faire plaisir. Et des petits challenges perso aussi. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas que, bien sûr, vous chantez, vous êtes là sur scène pour chanter, pour interpréter ces tubes, mais il y a quand même cette idée d'un show, d'ailleurs, vous l'avez dit. Comment est-ce qu'on joue un petit peu ce rôle aussi de comédien, finalement, de comédienne? Comment est-ce qu'on se glisse dans la peau de personnages un peu? Parce que c'est aussi l'idée de faire un peu rêver le public. Bien sûr, dans les comédies musicales en général, on interprète des personnages. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de mélanger la danse, le chant, la comédie. Et ça, c'est un vrai travail
intéressant, profond, qu'on a pu faire et qu'on fait encore sur Roméo et Juliette, et qui évolue aussi avec l'âge et l'expérience. Là, dans ce show-là, on fait des petits clins d'œil. C'est vrai qu'on rentre dans les personnages le temps de la chanson. Surtout dans Grease. Voilà, dans Grease, par exemple. Voilà, je remets mon vinyle, parce que j'ai eu la chance d'interpréter ce personnage aussi sur scène il y a quelques années. Et donc, voilà, on reconstruit le tableau entre nous et on fait des petits clins d'œil comme ça à certaines scènes des comédies musicales, comme le balcon. Voilà, on fait aussi on fait une petite mise en scène. On essaie d'amener les gens avec nous. Vous vous amusez et comme ça, énormément du plaisir. Totalement, c'est vraiment ça. Ouais, c'est un grand karaoké, comme elle le disait tout à l'heure, Cécilia. C'est vrai que les gens chantent beaucoup. On commence à chanter une chanson et les gens chantent avec nous. Donc on est vraiment. Vous arrêtez des fois pour voir à quel point on chante faux? On le fait, ouais. D'accord, très bien. On ne chantait pas faux. Du tout faux. C'est horrible, je chante faux. Alexandrin, est-ce que vous êtes fier de cette troupe? Parce que la réussite d'un spectacle, la réussite d'un show, ça repose aussi beaucoup sur ceux qui le font tous les jours, tous les soirs, pendant des dates de tournée. Est-ce que vous êtes fiers de travailler avec cette équipe qui a l'air très soudée? Attention, vous pouvez pas dire non. Non, c'est pas dire non. Non, vraiment. La troupe, on l'a constituée tous ensemble, donc on savait que certains avaient des affinités, d'autres se connaissaient pas forcément ou c'était juste croisé. Et au fur et à mesure du temps, il y a des liens qui se sont créés assez vite d'ailleurs. Et non, la troupe est super et ce que les gens voient sur scène, c'est ce qui se passe en coulisses, donc c'est assez rare aussi. Mais oui, sur cette tournée. Il y a une vraie entente, une vraie complicité. C'est important parce que quand on fait des dates ensuite dans toute la France ensemble, il faut bien s'entendre. Il vaut mieux bien s'entendre. C'est plus sympa. Ouais. Et puis pardon. Non, et puis les voyages se passent en tourbus, donc tout le monde est ensemble. C'est rock'n'roll. Ça, c'est vraiment très rock'n'roll, j'adore. Donc c'est pour montrer à quel point ils sont, toute l'équipe est soudée, quoi. Ouais. Je vous avais promis qu'on allait écouter Gwendal Marimoutou tout à l'heure, on va le faire maintenant pour la comédie musicale Le Roi Lion, et on va écouter Il vit en toi. C'est parti. Et je crois que ça vous a fait remonter quelques souvenirs. Ouais, non, parce que c'est vrai que c'était assez émouvant. Il avait fait venir toute l'équipe, toute la troupe du Roi Lion, qui avait pu être disponible ce soir-là, qui était assez hallucinant d'ailleurs. Mais ils avaient dansé derrière. C'était vraiment, il y avait eu un super beau moment. Mais le Palais des Sports, on a fait 4 heures de concert. Génial. C'était dingue. C'était génial. Ça, c'est énergivore. Mais et puis en plus. Personnellement, je me disais derrière, les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ils vont gentiment se barrer. Pas du tout, mais pas du tout. À 1h15 du matin, les gens étaient debout et chantaient. On était comme ça à la fin, mais c'était dingue, c'était dingue. Ouais. Ce succès est incroyable. C'est vrai qu'on le sent chez les gens, mais alors après, je me dis aussi que ça, pour beaucoup, c'est un moment où on se retourne sur des moments qu'on a vécus. C'est des fêtes qu'on voit souvent dans des fêtes de mariage, dans les anniversaires. Ça nous ramène à un moment précis et on revit finalement des souvenirs aussi. Je pense que c'est pour ça que ça marche si bien, au-delà du répertoire. Ouais, c'est ça, c'est comme sur toutes ces tournées nostalgiques, c'est vraiment les chansons avant les comédies musicales. Finalement, c'est là où on voit que les chansons sont devenues des tubes, même en dehors de leur spectacle. Et ouais, c'est ça, c'est des vraies chansons de karaoké pour. Et puis mais comme tu dis, on peut redécouvrir aussi. Il y a des textes qu'on découvre sur scène. Il y a des chansons qu'on reprend en dehors de la. C'est l'effet Le Petit Prince. Ça, c'est quand on redécouvre une chanson, on et les gens se disent mais cette chanson, elle m'a beaucoup touché. Je la voyais pas dans ce sens-là. Enfin voilà, ils vous la demandent. Ils demandent de la refaire sur scène. Enfin, c'est pour ça, pour un jour, moi personnellement, pour Les Trois Mousquetaires, qui est une chanson qui parle un peu du décès des gens qu'on a perdus et qu'on aimerait retrouver. J'imagine qu'on la vit différemment à différentes étapes d'une vie. Hein. Totalement. Il y a des gens qui m'ont dit ça serait bien, j'aimerais bien la réécouter, j'aimerais bien l'entendre. Et c'est vrai que c'est un petit bonheur à la faire sur scène. Là, on n'a pas parlé de tous ceux qui sont là aussi pour vous accompagner, les musiciens. Oui. C'est important, ils ont un rôle majeur. J'imagine que quand on est chanteur, on y est particulièrement sensible, ça change tout d'être accompagné par des vrais musiciens. Complètement, là, on est accompagné par 3 super musiciens qui font partie de l'équipe, de la famille. Et ça change beaucoup de choses pour nous d'être en live, musique live, parce qu'il peut se passer plein de choses aussi. C'est-à-dire que dès que il peut y avoir
un moment imprévu, une nouvelle chanson qui se rajoute, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pas vrai. Si, la dernière fois, mais vous connaissez vraiment toutes les paroles de toutes les chansons, de tous les répertoires, de toutes les comédies musicales. Alors, ça me fait très peur soudain. Mais il y a un côté un peu psychopathe. Oui, c'est vrai. Non, mais ils nous demandent souvent des chansons qu'on connaît déjà, qu'on a déjà interprétées dans des spectacles. La dernière fois, on t'a demandé La mort de Juliette. On m'a demandé, une personne du public m'a dit, voilà, j'ai un rêve, c'est de t'entendre chanter La mort de Juliette. Et vous avez dit bingo, j'y vais. Et en fait, mais génial, c'est surtout le pianiste. C'est vrai qu'il ne connaissait pas la chanson et on lui a sorti la partition. Il a été en 2 secondes et il est parti, et on est parti, on a fait piano-voix, un bout de la chanson et c'était assez magique. Des petits moments suspendus comme ça qui sont assez magiques. Donc chaque moment, chaque show peut être unique. Complètement. Mais chaque show est unique. Ah mais ouais, vraiment, ouais. Parce qu'on discute avec les gens, il y a un vrai échange, donc il ne se passe jamais la même chose. Chaque soir est différent. Oui, et puis cette année, on a justement, pour faire participer le public, on a créé un blog du public où le public peut choisir 2-3 titres. Génial, ça fait vraiment très karaoké. Ça, c'est génial. Mais totalement, avant le concert. C'est ça. Bon, après, est-ce qu'ils sont souvent d'accord? On a une dizaine de titres qu'on a déjà répétés nous. Oui, on les connaît, heureusement, sinon ça part dans le sens. On les connaît déjà. Non plus. Sinon, ça aurait été dur. Moi, j'ai vu une petite ligne en bas. Sur certaines dates, des guests exceptionnels s'invitent sur scène. Exactement. Par exemple, l'incontournable Hélène Ségara. Je pense aussi à Natacha Saint-Pierre, Chimène Badi. Est-ce que le public est au courant ou est-ce que c'est une grande surprise? Comment ça marche? Non, ils le savent, ouais. D'accord. On les annonce, elles sont... Hélène, elle a fait les 2 dernières tournées avec nous. Et là, elle est en guest sur quelques dates, comme Chimène ou Natacha. Et oui, les gens le savent à l'avance, ouais. Est-ce que ça, c'est un bonus ou est-ce que c'est un ingrédient important pour vous? Comment est-ce que vous le voyez? La troupe de base, c'est celle qu'on connaît et qui. Et ça fonctionne super bien comme ça. Exactement. Donc je dirais que oui, c'est un bonus pour le public et c'est toujours bien d'avoir des artistes comme elle qui nous rejoignent. Ouais. Que des femmes, c'est vrai. Et puis elles se sont intégrées tellement facilement en fait. Oui, ça dénature pas votre travail, votre manière de fonctionner. Non, pas du tout. On s'entend tous très bien, on se connaît depuis de longues dates, donc non, c'est un vrai petit bonheur de les avoir avec nous à chaque fois sur scène. C'est très sympa. On partage de chouettes moments. Est-ce que c'est un peu... Vous avez parlé tout à l'heure de ces spectacles qui surfent un petit peu sur cette nostalgie de ces années qu'on a laissées derrière nous. Est-ce que la concurrence, elle est rude malgré tout? Parce qu'il y a quand même une multiplication de propositions de cet ordre-là, qui ne sont pas les mêmes que ce que vous proposez, mais il y a quand même une concurrence. Est-ce que c'est difficile de trouver son ton, son espace? Non, je pense pas, parce qu'en réalité, chaque tournée a sa proposition artistique. On n'est pas du tout dans la même que les autres et on n'a pas le même casting non plus. Nous, on a la chance d'avoir que des jolis noms et des têtes d'affiche. Dont vous êtes très fiers. Dont on est très fiers, effectivement. Et donc voilà, non, nous on avance, on sait ce qu'on présente depuis quelques années maintenant et on sait où on veut aller, donc on regarde pas trop ce qui se passe autour, quoi. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était un spectacle en itinérance. À Paris, Mogador, c'est déjà complet. Ouais. Oui. Vous avez rajouté des dates, je crois, sur le Cirque d'hiver. L'année prochaine, en 2026. 2026, c'est dire le succès de ce spectacle. Et donc, pour retrouver les dates, elles sont nombreuses. J'imagine que le mieux, c'est quand même d'aller les chercher en ligne. Ouais, sur les sites des revendeurs habituels, quoi. Donc là, vous allez faire sortir les Parisiens et les Franciliens de chez eux et de leur région pour aller découvrir des spectacles ailleurs, en itinérance. Exactement, tant mieux. Et je sais qu'ils sont nombreux en plus. Vous avez raison, c'est aussi une question de se faire plaisir, évidemment, et de partager des moments en famille. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce spectacle. On est ravis de vous avoir eu tous les trois. C'était un bonheur, comme ça on a pu vraiment balayer l'ensemble de cette proposition qui est géniale et qui plaît toujours autant. Merci beaucoup à tous les trois et on passe tout de suite à C'est tout bon. Niché dans les étages du BHV, ce grand magasin mythique du 4e arrondissement parisien, se trouve une table cachée, un lieu dissimulé par un rideau vert auquel on accède par le rayon collant. C'est déjà toute une aventure et c'est un chemin qu'on continue avec bonheur dans l'assiette, avec une carte signée Michel Roth, meilleur ouvrier de France, chef doublement étoilé. Et on va en discuter avec nos excellents invités en plateau. Valentin Kravitz, vous êtes chef de cette cuisine. Exactement. Vous avez travaillé sur l'élaboration de cette carte avec Michel Roth et vous assurez le suivi finalement au quotidien. Vous êtes
en cuisine tous les jours. Abdel Makloufi, vous êtes directeur du restaurant. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Je crois que Michel Roth est avec nous en visio. Si je ne dis pas de bêtises, on va évidemment revenir sur cette proposition de table cachée. Michel Roth, je suis obligée de commencer par là. On est à quelques jours seulement des récompenses du Michelin qui ont été rendues lundi. C'est toujours un moment très attendu par les chefs, une quête ultime. On sait que vous êtes passé par là, 2 étoiles au Michelin. Est-ce que pour vous, c'est un moment que vous suivez toujours avec attention? Et est-ce que c'était un beau cru cette année? Alors cette année, on a eu un très beau palmarès et c'est vrai que les étoiles Michelin font partie de notre vie, on va dire. Parce que ça motive et ça passionne les chefs, bien sûr, mais aussi toutes leurs équipes, que ce soit en cuisine ou en salle. Et donc, c'est toujours un but qui est là pour justement aller toujours plus loin, quoi. Et on vous voit et vous êtes dans votre cuisine, comme quoi c'est le meilleur cadre possible, c'est l'écran rêvé. Toujours finalement, hein, toujours en cuisine. Là, vous vous êtes fait plaisir avec une table dissimulée, c'est un vrai mystère à l'intérieur du BHV. Vous nous avez fait pénétrer dans une sorte de monde des rêves et je dois dire que le soir, c'est encore plus sympa parce qu'on arrive avec un vigile qui nous fait passer finalement dans les coulisses de ce grand magasin. On passe par l'ascenseur, on arrive dans ce rayon décollant et puis on découvre la table cachée. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cet univers qui est particulier quand même? Alors, ce qui nous inspire, ce qui a été l'inspiration dans un premier temps de cet univers à la table cachée, hein, donc qui est niché au 5e étage, comme vous l'avez dit, du BHV Marais, ça a été de créer un espace gastronomique dans ce grand magasin, comme un cocon. Voilà, qui serait complètement différent, c'est-à-dire qu'on quitte la folie magasin pour entrer dans un havre de paix. Un petit boudoir. C'est ça, un petit boudoir, et composé après une carte faisant parler donc naturalité, technicité, hein, donc qui répond bien aussi au chef. C'est vrai quand on collabore ou qu'on crée des cartes, on va vraiment chercher ces points-là. Ça va être une méthode meilleur bruit de France, avec toujours une surprise, une touche de modernité qu'on réfléchit ensemble, quoi. Michel Roth, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'avoir une table cachée? Après tous les projets que vous avez menés, pourquoi une table dissimulée? Pourquoi dans un grand magasin? Pourquoi ce projet? Oui, justement parce que c'est le côté insolite justement qui m'a plu et aussi dans un grand magasin, il y a beaucoup de monde, il y a des Parisiens mais il y a aussi des gens qui viennent du monde entier. Et justement, pour un petit peu casser aussi ce côté gastronomique étoilé, qu'on en a parlé avant, mais justement pour être accessible, on va dire, accueillant, avec des plats qui sont aussi bien gastronomiques, mais aussi avec une touche créative, justement, qu'on donne tous les deux avec Valentin. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, c'est le côté cosy, le côté, le service est aussi très accueillant, il y a une certaine liberté et donc les clients ils adorent ça, quoi. En plus on a une vue imprenable, donc il y a aussi ce côté, il y a aussi l'endroit qui est joli. Et pourquoi table cachée? Parce que justement dans le magasin on est dans les rayons et d'un coup on se retrouve on est dans un endroit cosy, un peu comme dans un appartement à la maison. Et la cuisine c'est un peu comme si on était comme si on invitait ses amis ou sa famille, vous voyez. C'est un peu ça l'idée qu'on veut donner à ce restaurant. C'est vrai que c'est très convivial, c'est très intimiste. Et puis, finalement, ça tranche avec les propositions qu'on peut retrouver dans des grands établissements parisiens ou dans, justement, les grands magasins. Là, il y a un univers intimiste. Je parlais d'un côté boudoir. C'est vrai que ça me fait penser, finalement, au lieu où se retrouvaient les artistes, les écrivains, avec cette vue imprenable sur Paris. Et puis, la délicatesse de la vaisselle qu'on retrouve, cet art de vivre que vous cultivez aussi. Alors nous, c'est assez simple, puisque au BHV, on a déjà tout ce qu'il faut en termes de vaisselle dans le magasin. Pratique. Donc on a juste à reprendre un petit peu de chaque étage. Pour ce qui est du service, on reprend bien entendu les codes qui sont les codes parisiens, les codes de l'excellence. Mais on essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus décontracté, un petit peu plus décomplexé. Quelque chose de convivial en somme. Et c'est vrai que pour ça, Valentin et moi, le fait qu'on ait cette approche-là, ça match plutôt bien. Et les clients, ça marche aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est très cohérent entre ce qu'on voit dans le lieu, l'atmosphère, et puis ce qu'on trouve dans l'assiette ensuite. Exactement. C'est chic et en même temps, on s'y sent bien. Complètement, et c'était un peu dans le reflet de ce que disait aussi Abdel, c'est qu'on a voulu démocratiser une certaine forme de gastronomie, faire en sorte que on puisse ouvrir cette cuisine à un plus grand nombre de personnes, et dans ce lieu intimiste, cosy, au 5e étage. Comment est-ce que vous définiriez les maîtres mots de cette cuisine? Moi, j'ai noté la saisonnalité qui vous tient très à cœur, la recherche des produits, vous nous l'aviez d'ailleurs expliqué à table. Je me souviens de cette recherche du bon produit, à la bonne saison, qui a du sens, des associations aussi. C'est avec de l'élégance.
sans faire trop de chichi. C'est ça. Exactement. C'est ça. On vibre un peu avec le vivant, hein. C'est le but. On veut faire en sorte d'être au plus près de nos producteurs, d'avoir des produits aussi le plus frais possible, hein, avec notre circuit court qu'on a mis en place. Et avec nos équipes, on travaille vraiment pour aller chercher ces produits, les avoir dans un temps assez record pour proposer une belle gastronomie simple, on va dire concise, que ce soit toujours lisible et qu'il y ait toujours la petite surprise dans l'assiette, le petit twist, exactement, on va souvent dire le petit twist. Voilà, pour que la table cachée, lorsqu'on vient manger chez Monsieur Roth, chez moi-même, on puisse avoir une expérience différente. Voilà. En faisant attention à ce que ça reste accessible. Et pourtant, on est dans un lieu d'exception avec une vue imprenable sur Paris. Le chef Michel Roth l'a dit tout à l'heure. Cette terrasse qui est absolument magnifique. Ce lieu qui est très bien décoré. C'est extrêmement agréable. C'est très cosy. Et puis, à des prix, pardon, mais le déjeuner 34-39 €, le dîner découverte à 79 € le soir, l'accord mets et vin à 50 €. C'est très accessible. Alors, l'idée, c'est de passer beaucoup de temps sur le sourcing, donc d'aller chercher les bons fournisseurs. Pour la cuisine, c'est encore plus compliqué que pour le vin et le reste des boissons, puisqu'il y a la notion de saisonnalité qui rentre en compte. Mais si on passe du temps en amont à trouver les bons produits au bon tarif, ça nous permet aussi de donner aux clients le meilleur rapport qualité-prix possible. Et on y est arrivé puisqu'on s'est entouré d'une 60aine de producteurs aujourd'hui. Oui, c'est génial qu'on retrouve dans la carte, c'est écrit. Il y a écrit que notre homard bleu, moi, il venait du Cotentin. Exactement, et on a aussi, on travaille avec une ferme en permaculture à Saint-Denis, dans laquelle on produit certains de nos légumes, nos fleurs aromatiques, nos pousses aromatiques et notre miel par exemple. Vous voyez, ça vous permet aussi de tirer un peu sur les prix, de savoir où déjà vous sourcez vos produits, d'avoir des produits de qualité à des prix intéressants. Et ça va être un travail après aussi avec les équipes, parce que c'est important de le dire, au quotidien vraiment de calculer correctement nos matières en termes de portions, qui en est dans l'assiette, que ce soit généreux, parce que on est là aussi pour ça, on est là pour faire plaisir à nos clients, et à la fois que ce soit maîtrisé, que ce soit sur l'aspect technique ou économique. Moi j'ai eu beaucoup de chance quand je suis venue, j'ai dégusté une tartelette de homard bleu du Cotentin, butternut gingembre spiruline acidulée, c'était délicieux, mais j'ai eu un coup de cœur pour la noix de Saint-Jacques de la baie de Seine en 2 services, Eliantis aux algues bretonnes avec un délicieux condiment iodé. Alors ce jus de barbe infusé à la noix d'Amazonie, j'en ai redemandé, si vous vous souvenez bien. Oui, exactement, parce que je me souviens. Extraordinaire, je dois dire que... Et c'est des fois sur un plat, une assiette, qu'on peut avoir un vrai coup de cœur. Toute la proposition était très intéressante, mais j'imagine aussi que c'est ce que vous allez rechercher. Vous allez chercher à titiller les papilles, à vous dire « Ok, là, je veux accrocher du monde ». C'est ça, exactement. C'est un petit peu le sujet de notre vision un peu régressive de la chose. Ouais. C'est d'aller toucher, je pense, le Graal aujourd'hui aussi pour un chef cuisinier, d'aller toucher aux émotions, des souvenirs d'enfance, des pertes de nos convives. Et généralement, ça dépend. Après, on va avoir des personnes qui vont se tourner un peu plus sur la tartelette, la Saint-Jacques ou autre. Mais ce plat de Saint-Jacques, quand on est en saison, c'est vrai qu'il est assez exceptionnel. On a une Saint-Jacques qui est... c'est un très beau produit. C'est un très beau produit qui est pêché au casier, qui est pêché en plongée, pardon, en baie de Seine. Et ce jus de barbe à la noix de poucchouri, donc cette noix brésilienne d'Amazonie exactement, qui a des goûts de citronnelle. C'est comme une évidence dans ces goûts caramel, noix. Vraiment trop bon, extraordinaire. Bœuf Black Angus d'Irlande, oursin en 2 services, salsifis, jus d'aube. Alors moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour le dessert, je suis extrêmement difficile en sucré. Et je me suis régalée avec ce velours de miel de fleurs, champagne, pamplemousse rose. On voit, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve les codes de certaines saveurs qu'on connaît, qu'on identifie, et en même temps, on se laisse embarquer dans un univers. Est-ce que vous arrivez à définir votre cuisine, votre co-cuisine avec le chef Michel Roth aujourd'hui? Bien sûr, c'est une cuisine de saison, très naturel. Le but aussi, c'est de créer une narration, raconter un peu notre histoire, puisque moi, je viens du nord de la France, Monsieur Roth de Moselle. C'était de donner aussi nos touches, nos sensibilités, notre personnalité, à tous les deux. Et que ça nous ressemble aussi à tous les deux, et surtout de mettre le produit au centre de l'assiette. Et ça c'est vrai, on le retrouve vraiment. Ça, je pense que c'est vraiment le point d'honneur qu'on met sur nos menus. Le petit mot de la fin, c'est pas trop difficile de parler d'un restaurant qui est caché? Alors, c'est intimiste, comment est-ce qu'on le fait découvrir, comment est-ce qu'on communique? Le mieux c'est de laisser les autres en parler.
D'accord. Ouais, c'est quand même plus sympa quand le bouche à oreille prend. Et puis, la meilleure communication qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est vraiment ça. Une personne qui vient et qui passe un bon moment, généralement, elle en parle à ses amis. C'est la meilleure publicité. Nous, on était absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui pour en parler. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs. Merci au chef Michel Roth en visio avec nous. Un grand merci, à bientôt et une excellente soirée à vous sur le Figaro TV. Bonne soirée.